Salut les amis, c'est Guilain, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo simple, efficace, claire, nette, précis. Une vidéo critique du dernier film que j'ai vu, en l'occurrence le dernier film de l'un de mes réalisateurs préférés. Je parle évidemment du film Pris au piège de Darren Aronofsky. Déjà, pour revenir un petit peu dans le passé, Darren Aronofsky, c'est l'un des réalisateurs que j'aime le plus. Son cinéma me touche énormément. Et d'ailleurs, par rapport à ça, on va faire quelque chose que je trouve plutôt sympathique. À chaque fois que je vais vous faire des vidéos entre guillemets classiques comme ça, où je vais vous revenir sur un film que j'ai découvert et vous dire ce que j'en pense, on va faire à la fin de la vidéo une petite partie tier list où je prendrai soit le réalisateur, la réalisatrice, l'équipe de production, donc une personne dans l'équipe de production, typiquement le scénariste par exemple ou la scénariste, ou un acteur ou une actrice à l'intérieur du film, et on en fera la tier list de ses œuvres. Et comme ça, au fur et à mesure, ça vous permettra à la fois peut-être de découvrir des films en lien avec le ou la réalisatrice, actrice, acteur, etc. tutti quanti. Et en même temps, moi, de vous parler plus globalement de l'œuvre de la personne dont on va traiter aujourd'hui. Mais avant cette partie tier list qui est évidemment prête, les amis, parlons du film Pris au piège. Pris au piège, ou Caught Stealing, avec l'excellent accent bien évidemment, est le dernier film réalisé par Darren Aronofsky avec dans les rôles principaux Austin Butler, Zoe Kravitz et Matt Smith. On a également dans un duo de personnages personnages juifs, parce qu'ils ne sont pas définis pour autre chose, Vincent D'Onofrio et Liv Schreiber, voilà son nom de famille, j'ai oublié son prénom. Liv Schreiber, qui était celui qui jouait Dan Sabre, donc le frère et ennemi juré de Wolverine dans dans X-Men Origins Wolverine. Et pour le coup, autant le film était vraiment pas bon, autant j'aime beaucoup Liv Schreiber. Donc voilà, c'était plutôt cool de le retrouver parce que je le vois pas dans beaucoup d'œuvres. Bref, en dehors de ça, le film nous présente le personnage donc de Austin Butler, qui va être une sorte de marginal, vraiment dans le style typique des personnages aronofskiens, si je puis dire. Donc c'est un mec qui vit vraiment en banlieue de New York, qui va aller croiser sa copine de temps en temps, qui est jouée par Zoe Kravitz. Et donc ce personnage, il va avoir un truc un peu particulier, c'est que c'était un ancien potentiel sportif de haut niveau, typiquement dans le baseball. Et il va lui arriver un accident quand il est jeune, qu'on va voir à travers des flashbacks et que je ne vais pas vous expliciter dans le détail ici. Et dû à cet accident, il n'a pas pu avoir la carrière qu'il a toujours rêvé. Il va tout simplement travailler dans un bar le week-end. Il va avoir des soucis de santé, principalement dus à la consommation beaucoup trop excessive d'alcool. Et il va avoir sa relation avec ce personnage de Zoe Kravitz, qui va être une relation complètement fun comme relation. Ça va surtout être ça, une relation très fun et très décomplexée entre eux deux. Et un jour, donc, le personnage de Matt Smith, qui est son voisin de palier en réalité, puisqu'il vit dans un immeuble, va lui laisser son chat et lui dire « Mon père est très malade, il faut que je parte à Londres, occupe-toi de mon chat ». Et va se barrer du jour au lendemain. Et de là, il va se retrouver enfermé dans un cercle infernal qui ne va jamais s'arrêter et toujours empirer, avec des personnages de mafieux russes, des deux Hébreux, d'une agente du FBI qui vont arriver dans cette histoire et qui vont être à la recherche de quelque chose qu'aurait caché le personnage de Matt Smith. Voilà si je devais vous résumer l'histoire. Pour rentrer dans le détail, ça va être très compliqué de parler de ce film sans vous spoiler. Donc je vais commencer par un avis général et après on rentrera dans le détail de certains moments de l'intrigue. Donc là évidemment il y aura une alerte spoiler. Mais pour vous la faire simple, je suis extrêmement déçu de ce film. Ça faisait très longtemps que j'avais pas ressenti ça. Le film, je le coupe vraiment en deux parties qui sont pas très équilibrées en l'occurrence. C'est-à-dire que je vais vous garder le premier tiers du film, ensuite les deux autres tiers du film que je jette complètement à la poubelle. Pour vous la faire simple, j'ai beaucoup aimé le style du premier tiers du film. On est sur un film qui ne s'arrête jamais, qui va en profondeur dans les personnages, avec l'histoire d'amour du personnage de Zoe Kravitz et de Butler. On va avoir la rencontre de quelques personnages secondaires. On va avoir ce côté mystère, ce côté enquête, un petit peu, qui va nous poser la question du lien avec le personnage de Matt Smith. Et en même temps, ce héros, cet anti-héros, ou plutôt ce jeune qui subit complètement les événements, qu'on va vraiment apprécier à ce moment-là, et où on va se dire, mais il mérite pas toute la merde qui est en train de lui tomber dessus. Et à un moment, il va se passer quelque chose de très particulier et de complètement choquant avec le personnage de Zoe Kravitz, qui va vraiment mettre un twist au premier tiers du film. Et de là, on se dit « Ah ok film, tu as les couilles de faire ça, qu'est-ce que tu veux me raconter ?» Parce que là, t'étais bien sans plus, t'avais des très bonnes idées de mise en scène, il y a des scènes de course-poursuite dans ces moments-là, typiquement avec le duo Vincent D'Onofrio et Liv Schreiber qui sont
qui est vraiment génial et très très bien rythmé. Il y a de la musique pop qui fait que tu t'arrêtes jamais, tu es sur un montage ultra dynamique, tu as des enjeux, tu as de la force, tu as de la puissance. Et arrive cet événement. Et là, tu dis waouh, film, tu me plaisais plutôt bien. Là, tu me mets quelque chose de très fort. Qu'est-ce que tu veux réellement me raconter ? Et là, le film se casse complètement la gueule. C'est-à-dire que autant on avait, comme je vous le disais, des enjeux, on avait des choses qui étaient profondes, on parle de l'alcoolisme, on parle d'un jeune homme déchu, on parle d'un personnage qui subit des événements dû à un voisin qu'on n'a toujours pas revu, le personnage de Matt Smith n'est toujours pas revenu au bout de ce premier tiers de film. Et donc, c'est qu'est-ce que tu veux nous raconter ? Où tu vas en profondeur ? Est-ce que c'est une critique par rapport à son alcoolisme et du coup, le personnage, à un moment, va, entre guillemets, mériter ce qui lui arrive ? Est-ce qu'il y a un moment où il va pouvoir remonter la pente ou est-ce que la vengeance ou les événements qui peuvent suivre vont mener à une forme de rédemption autour de ce personnage ? Qu'est-ce que ça raconte par rapport à son accident qu'on voit en flashback ? Plein de questionnements à ce moment-là. Le film sera ultra déceptif de A à Z sur tout ce que je viens de vous dire. Déjà, on change de genre et de ton. Là, on était sur un film qui était noir, on était sur un film qui était dépressif, on était sur un film purement aronofskien. Là, on tombe sur une comédie complètement loufoque, complètement dramatique, où plus aucun événement n'a de répercussions, n'a d'enjeu, n'a de puissance. Typiquement, ce qui arrive, l'événement majeur avec le personnage de Zoé Kravitz, est explicité dans la psychologie du personnage d'Austin Butler pendant une phrase, quand il revoit Matt Smith, et après, on part sur des enchaînements d'action, et ça s'arrête pas, et c'est de l'humour avec Matt Smith, et en fait, c'est complètement inconséquent. Et c'est vraiment le terme que je veux ressortir, c'est que à partir de ce moment-là, le film devient tellement à vouloir faire de l'humour constant et du décalage par rapport à ce qui arrive au personnage, que tout devient inconséquent. Et tout ce qui arrive à ces personnages, surtout que la plupart sont assez antipathiques, typiquement le personnage de Matt Smith est tellement dans un autre univers que je n'arrive pas à apprécier ce personnage, alors que j'adore pour le coup l'acteur qui joue dans House of the Dragon ou dans Sherlock pour ceux qui ne l'avaient jamais vu. Bon, je crois qu'il joue aussi dans Mobius, là, le film avec Jared Leto de l'univers Sony. Il n'a pas fait que des grands films, on est bien d'accord. Et en fait, le film va juste être un enchaînement de choses. On va avoir du twist sur du twist sur du twist sur du twist par rapport aux enjeux de chacune des tribus, enfin des tribus, des groupes de personnages qui vont avoir lieu. On va aussi avoir la question de qui a réellement fait ce qui s'est passé en lien avec le personnage de Zoé Kravitz, jusqu'à un retournement final qui est complètement tiré par les cheveux et surtout qu'on voit purement venir à la fin. Et ça fait qu'en fait, ce film, j'ai un premier tiers que je trouve vraiment bien, qui est très bien mis en scène, qui est très poussé par Darren Aronofsky et son genre. Et les deux derniers tiers où j'ai juste le sentiment que c'est pas lui. J'ai eu l'impression sur le deuxième tiers, dans le genre du film et dans ce qu'il a proposé, de voir Argyle. Je suis allé chercher sur internet avec aussi Henry Cavill. Et typiquement, c'était exactement ça. Les deux autres tiers du film, c'était Argyle. C'était un film qui va à 100 à l'heure, qui se veut être un petit peu plus moche à certains moments, qui a moins d'idées de mise en scène. Et typiquement, la chose et la scène pour moi qui explicite ce changement complet d'événements, de rythme et surtout dans la mise en scène de genre, c'est le moment où il arrive quelque chose. Allez, je rentre dans les spoilers. Le personnage de Matt Smith meurt d'une commotion cérébrale. Désolé. Le personnage de Matt Smith, au dernier tiers du film, même dans les 20-30 dernières minutes je pense, meurt d'une commotion cérébrale. Il meurt dans un métro et le personnage donc lui ferme les yeux, donc de Austin Butler, il lui ferme les yeux. Et il le laisse poser sur le siège pour se barrer. Parce qu'on est dans un moment de course-poursuite, on est dans un moment où il ne faut pas s'arrêter. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Donc déjà, le personnage meurt. Il n'y a pas d'hommage. C'est-à-dire du côté du personnage d'Austin Butler, l'histoire continue, l'aventure continue et on s'en fiche. Par contre, on a un moment où on revoit 2-3 scènes plus tard, donc ça dure 5-6 minutes, le personnage de Matt Smith à l'intérieur du métro qui est couché comme ça, sur l'épaule d'un inconnu qu'on n'a jamais vu. Et le gars lui prend au visage, comme ça, et le pousse sur le côté. Et donc, on voit son visage se faire poser comme ça. Et là, c'est la blague de « Ah, il vient de pousser un gars qui pensait qu'il dormait alors qu'en fait, il est mort. » Et là, t'es censé rigoler à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on nous a remis une scène avec le personnage de Matt Smith qui est complètement inutile dans le récit, qui casse même le rythme, pour faire une blague. Pour vraiment juste faire une blague sur « Ah, regardez, il s'est fait pousser alors qu'il est mort. » Il dort pas en fait, il est mort. Puis regardez, c'est rigolo parce que Matt Smith, il a une gueule de punk complètement dégénérée. Donc c'est ultra rigolo parce que c'est le punk comme s'il sortait de soirée et qu'il assumait pas. Haha.
Je suis désolé, mais vraiment, les 2 tiers de ce film sont une catastrophe. Et pourtant, le premier tiers était vraiment pas très très bon, mais en tout cas, inaugurait quelque chose qui avait l'air sympa. Et du coup, ça fait que je suis extrêmement déçu et très ambivalent sur ce film. Si je devais vraiment le revoir, je regarderais les premières 45 minutes et je m'arrête là. Voilà, tout simplement. Pareil, dans l'histoire des inconséquences, je pourrais vous en citer plein, mais ce qui se passe à la fin avec le personnage des 2 Hébreux, des 2... oui, c'est ça, c'était deux personnages, je sais plus trop, juifs, enfin bref, de Vincent D'Onofrio et de Liev Schreiber, dans la voiture. Il se passe tout un discours avant, un moment de stress intense. Et en fait, la finalité, c'est que tout se joue sur un putain de briquet. Qu'il y ait eu ce discours de stress, de machin, de bidule avant ou pas, ça change rien parce que quoi qu'il arrive, il y avait le briquet qui sortait. Et en plus, c'était un twist qu'on avait vu venir depuis déjà très très longtemps. Bref, je vais terminer là-dessus, mais pauvre Darren Aronofsky, tu avais un casting de fou. Je sais pas, j'ai pas compris le lien avec le chat. Ils veulent raconter quelque chose à la fin. Ils ont fait tout un générique en animation avec le chat pour faire là encore un peu d'humour où le chat attaque et mange l'arrivée des personnages dans le générique de fin. Enfin, des noms des acteurs et des noms de leurs personnages. Dites-moi, est-ce que je suis complètement passé au travers de ce film ? J'avais pas vu la bande-annonce parce que j'aime aller découvrir quand c'est des réalisateurs et réalisatrices que j'aime énormément les films sans rien y attendre. Et là, pour le coup, j'y attendais rien. Et c'est presque un coup de gueule. C'est en tout cas, et quoi qu'il arrive, une très très grosse déception, les amis. Et voilà les amis, on est maintenant sur la deuxième partie de cette vidéo, la partie tier list. Vous me voyez beaucoup plus petit, mais c'est pas moi qui est intéressant, c'est plutôt les films de Darren Aronofsky, puisque l'objectif c'est de tout simplement vous donner mon avis sur sa filmographie et également grâce à ça qu'on échange en commentaire YouTube. D'ailleurs, n'hésitez pas, c'est vrai que je vous l'ai pas dit, à mettre un petit pouce bleu si cette petite vidéo vous plaît. Et également à mettre justement un commentaire, éventuellement à partager sur vos réseaux sociaux, à vous abonner à mes différents liens Instagram, TikTok, Letterboxd éventuellement, si ça vous fait plaisir. Tout est en description. Bref, Darren Aronofsky, j'ai déjà fait une tier list qui va être classée en 5 catégories, où normalement on aura des films dans toutes les catégories. J'ai vu 100% de ces films, c'est déjà un point qui est plutôt important. Je vais aller très très vite sur les films. Là, c'est vraiment très émotionnel. On est sur un classement qui est purement subjectif et ce sera le cas à chaque fois. Donc n'hésitez pas vous aussi à me donner votre classement et j'espère pour certains films, si vous ne les avez pas vus, vous donner envie de les voir. Bref, pour moi, Darren Aronofsky, il y a le plus grand film du monde à l'intérieur de sa filmographie. Oui, mesdames et messieurs, vous allez découvrir qui c'est très bientôt. Ensuite, le deuxième point de cette tier list, juste en dessous, c'est tellement excellent que j'en ai pleuré. On va rentrer dans le détail après. Ensuite, on passe un bon moment, au moins mieux qu'un Marvel. Voilà, ça c'est pour encore mettre une petite claque au MCU. Ensuite, c'est aussi oubliable que Aftermath. Pour la petite blague, Aftermath, c'est un film que tu es très très moyen et complètement oubliable pour le coup. Avec Arnold Schwarzenegger, si je dis pas de bêtises. Et bref, c'est un film qui est produit par Darren Aronofsky. C'était pour faire la petite blague, voilà, au moins, si ça vous intéresse, regardez ce qu'est Aftermath. Peut-être que ça vous donnera envie. Et enfin, c'est tellement pas bon que ma salle de cinéma, elle a pris feu. Voilà, donc là, en gros, on est sur un film que je n'aime pas du tout, une pure merde, une déception. En bref, je pense que vous vous en doutez, je suis tellement emboulé que je n'en ai pas mis son affiche, mais on a bien évidemment, à cet endroit-là, notre très cher ami pris au piège qui va à l'intérieur. Voilà, petit changement les amis, on a donc pris au piège qui vient d'arriver à l'intérieur. On va passer tout de suite à un film. Alors on va les prendre par ordre de sortie. Allez, prenons du plus récent puisqu'on vient de mettre pris au piège et on va aller jusqu'au plus ancien, donc son tout premier film qui est Pi. Donc si on prend évidemment dans l'ordre chronologique, le dernier film qu'on a eu de Darren Aronofsky était The Whale avec Brendan Fraser. The Whale avec Brendan Fraser, c'est un film que je trouve tout simplement exceptionnel. C'est un film qui m'a fait pleurer évidemment, à la fois pour son histoire en elle-même de ce marginal en obésité morbide qui vit complètement reclus chez lui et où on va traverser des émotions très puissantes autour de son histoire, autour de sa vie avec sa fille. Et cette fin évidemment avec tout ce parallèle plutôt religieux qu'aime beaucoup Darren Aronofsky. Je ne suis pas un grand fan de religion, par contre je suis un amoureux de ce film et je peux vous dire que The Whale, je le mets tout simplement dans « C'est tellement excellent que j'en ai pleuré ». Le prochain film, alors si je ne dis pas de bêtises, je ne veux pas me tromper, c'était Mother. Mother avec Jennifer Lawrence, donc notre chère Katniss Everdeen de la saga Hunger Games. Mother, c'est
également un film qui m'a fait pleurer. Alors je vous explique, c'est pas mon réalisateur préféré pour rien. Pour moi, il a fait quasiment que des chefs-d'œuvre. La preuve, son dernier film, Prêt au piège, c'est ma déception. Mother, on est sur un film complètement loupard. Vraiment, c'est un film qui part dans tous les sens, qui va raconter, si je dois commencer par le pitch de base, l'histoire d'une femme et de son mari qui vivent dans leur maison et elle va commencer à se faire attaquer à l'intérieur de sa maison. Je sais pas si c'est vraiment ce qu'on peut dire, mais allez découvrir Mother si vous l'avez jamais vu. C'est un excellent film. Je le mets néanmoins, je vais classer vraiment dans l'ordre en même temps, légèrement en dessous de The Whale. Je pense que Mother est plus impressionnant et peut-être plus ouvert au grand public, quoique il est plutôt assez perché. Mais The Whale est vraiment un film par rapport à sa résonance au travers du monde du cinéma et de l'histoire de Brendan Fraser, que ce film a fait quelque chose en moi que très peu de films m'ont fait vivre. Donc je vais quand même mettre Mother juste derrière. On recule un tout petit peu, là j'ai un petit doute. Je crois de mémoire que Noé est l'avant-dernier film sorti et qu'ensuite c'était Black Swan. Noé, donc avec Russell Crowe, avec notre très chère Nathalie Portman, est une interprétation du mythe de Noé et de l'Arche de Noé. C'était un film où on passe sincèrement un bon moment. Voilà, j'ai passé un bon moment devant Noé. Il y a quelques défauts, surtout sur les effets spéciaux. On sent que c'est son film où il est allé au niveau d'Hollywood. Et là, c'est son film le plus hollywoodien, le plus grand public, si je puis dire. C'est impressionnant, c'est grandiose. Mais c'est celui qui a le moins la patte de Darren Aronofsky. C'est un bon moment passé. C'est un peu mieux qu'un film du MCU. C'est très très loin d'être un chef-d'œuvre. Et c'est très très loin d'être un grand film. Mais sincèrement, on passe quand même un bon moment devant celui-ci. Ensuite, on a Black Swan avec Nathalie Portman. Et là, que vous dire, à part que Black Swan est très certainement un immense film. J'ai beaucoup de mal à comprendre qu'il ne soit pas dans les tops de beaucoup de gens all time. Parce que vraiment, Black Swan, c'est un film, à chaque fois que je le revois, je le retrouve à chaque fois extraordinaire. C'est peut-être la meilleure interprétation de Nathalie Portman. Et là, effectivement, l'émotion parlant, je vais le mettre quand même devant The Whale. Parce que si je dois choisir entre les deux, c'est Black Swan que je vais décider de revoir. Et si je dois vraiment sacrifier entre un monstre et un autre monstre, je préfère garder le monstre aux ailes noires, le cygne noir et l'excellente interprétation de Nathalie Portman. Donc je vais partir sur Black Swan. Prochain film, là je pense ne pas me tromper en disant que celui qui était avant, c'était The Wrestler. Quoique, c'était peut-être The Fountain. Oh, j'ai un doute. Bref, on va considérer que c'était The Wrestler. The Wrestler, c'est la vie avec... c'est un film qui est très intéressant, un peu comme The Fountain, ils vont avoir les deux mêmes choses. Donc, c'est deux films très méconnus du grand public de Darren Aronofsky. The Wrestler, on est sur en fait le personnage de Mickey Rourke, donc qui jouait le méchant avec ses lassos électriques dans Iron Man 2. Et en fait, c'est un ancien catcheur déchu qui va retourner sur la piste. C'est un film qui est très The Whale dans son histoire. C'est pas mon préféré parmi ces très grands, mais c'est une vraie petite pépite, si je puis dire. C'est le plus méconnu des Darren Aronofsky et ça reste quand même un excellent film. Donc voilà, j'en ai peut-être pas pleuré. Je vais plutôt le mettre dans On passe un bon moment. S'il fallait, je mettrais une catégorie entre les deux où on mettrait c'est un très bon film, mais il n'a pas ce truc en plus au niveau de mon cœur. Mais quand même, ça reste un très très bon film et je vous conseille, si vous ne l'avez pas vu, de découvrir The Wrestler. The Fountain, est-ce que c'est lui le plus grand film du monde ? Non, c'est pas lui le plus grand film du monde. Par contre, c'est tellement excellent que j'en ai pleuré. The Fountain, on suit 3 histoires. À l'intérieur, on a, je parlais tout à l'heure de Wolverine avec Liev Schreiber. Là, pour le coup, on a Hugh Jackman, l'acteur de Wolverine à l'intérieur. Et Rachel Dawes, si je dis pas de bêtises, l'actrice. On va suivre 3 époques. 3 et demi, 4 époques. Je sais pas, on va considérer qu'on a 3 réelles époques. Et on va tout simplement suivre... une grande histoire d'amour, c'est un grand film sur l'amour, c'est un film là aussi un peu comme Mother qui se permet à certains moments, peut-être pas autant que Mother, mais quand même, de partir un petit peu dans ce qu'avait Interstellar, dans ce côté à la fin presque grand guignolesque, presque métaphysique, entre guillemets, mais c'est un très 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 beau film qui lui aussi me provoque beaucoup de choses. Je vais quand même le mettre dernier de ce top 4, mais ça reste néanmoins à mes yeux, un très très bon film et un très grand film de ce cher Darren Aronofsky, mais un très grand film tout court. Donc vraiment, si je peux vous conseiller
un réalisateur où il faut voir l'entièreté de sa filmographie, c'est bien cet homme. Pi, c'est son premier film. Pi, c'est pas un mauvais film, hein. C'est loin de là. Pi, c'est un film qui en fait va expliquer, c'est un chercheur, un mathématicien, si je dis pas de bêtises, je l'ai vu il y a un petit moment quand même. Et ce mathématicien va découvrir que tout ce qui génère notre monde, notre société, est lié au chiffre pi, donc 3, 14, et après j'ai pas la suite parce que c'est pas ma spécialité. C'est pas mal pi, mais c'est son premier film. On a des ébauches de son travail sans pour autant être à fond dedans. On n'est pas sur du gros budget. Bref, c'est un premier film d'un futur grand réalisateur. Il y a des idées qui sont encore à travailler. C'est un film qui factuellement est assez oubliable, même si je vous conseille de le découvrir parce que c'est toujours intéressant pour avoir la vision globale. Et donc, le plus grand film au monde, oui, je ne me trompe pas, c'est bien Requiem for a Dream. Là, c'est très très simple. On parle... Si je dois, et quand on me pose la question de quel est le film que je préfère sur cette planète, je dirais Requiem for a Dream. C'est un film, il y a des dizaines et des centaines de films que j'aime d'amour, que j'aime énormément, et je les ai d'ailleurs tous en collection en Blu-ray, mais Requiem for a Dream, c'est ce film qui a un quelque chose que je ne sais pas expliquer, d'émotionnel, de puissant, qui, à la fois dans ce qu'il raconte, m'a énormément touché, et en même temps... dans le pur objet cinématographique qu'il est, m'a conquis de A à Z, m'a tenu de A à Z, et c'est le film que je devrais garder, que je devrais citer. Donc oui, effectivement, Darren Aronofsky est un très grand, c'est un homme qui a fait énormément de grands films, et à mes yeux, il a fait certainement le plus grand film du cinéma, en tout cas qui moi me touche, c'est Requiem for a Dream, et c'est pour ça qu'il est numéro 1 de ce top. Les amis, pour ceux qui sont au courant, il y a un dernier film qui n'est pas sur cet affichage global. C'est un cas un petit peu particulier. Darren Aronofsky, alors j'ai complètement perdu le nom de ce film. Il a réalisé un documentaire sur la planète Terre. En fait, ce documentaire, il est disponible et visible uniquement, et d'ailleurs je crois qu'il l'est plus en ce moment même, mais il était en tout cas uniquement disponible et visible dans la sphère géante en 360 degrés qui est aux États-Unis, à Las Vegas, si je dis pas de bêtises. Je ne sais plus comment s'appelle cette énorme sphère. Donc en fait, c'est une projection dans un lieu unique à des places qui coûtent plus de 100, 150, 200, 300 $. Donc je considère que étant un film que l'on ne peut pas voir, je peux pas le mettre dans le classement du réalisateur. Et si je devais le mettre, évidemment, je vous le mettrais dans je ne l'ai pas vu, je n'ai pas d'avis dessus. Bref, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aimez bien ce format qu'on fera à chaque fois qu'on fera une petite vidéo critique comme ça, d'aller à la fin vous parler d'un point spécifique en lien avec la vidéo et d'en faire un petit classement format tier list. Ça vous permet de découvrir, de parler de films et surtout qu'on en discute en commentaire. En attendant, je le répète, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à me donner votre avis à la fois sur le film en lui-même pris au piège, mais également sur Darren Aronofsky et sa filmographie. Ce serait très intéressant qu'on en discute en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas, regarder des films, c'est bien, mais les comprendre, c'est mieux. Ciao, ciao les amis. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and